Bonjour, bienvenue à cette quatrième édition de Rythmologie. Nous recevons aujourd'hui Daniel Méot qui va nous parler de rythme dans le sens le plus étendu qu'on puisse avoir, puisqu'il va s'agir de flux. Évidemment, vous savez que le mot rythmos, dont, dont est issu le mot rythme, veut dire un flux, un écoulement. Et donc, nous allons avoir ici un récit, nous allons avoir une progression qui suivra justement le fil de l'eau. Avec la photographie, nous remercions Daniel Méot et je vous laisse la parole. Merci Daniel. Merci à vous de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Donc, je vais m'intéresser à des photographes et à des écrivains qui aujourd'hui choisissent de suivre des cours d'eau. Alors, leur démarche peut sans doute être mise en relation avec l'inquiétude qui est aujourd'hui croissante quant à nos écosystèmes et notamment quant à la ressource en eau. Alors, ils sont assez nombreux. On peut citer dans le champ de la littérature des écrivains donc, qui ont remonté des cours d'eau d'amont en aval ou dans l'autre sens. C'est bien sûr le cas de Claudio Magris, dont l'ouvrage Danube est fort connu. Mais on pense également à Bernard Olivier, qui a arpenté les bords de la Loire, ou Jean-Paul Kaufmann, qui a remonté la Marne. Et puis, il y a le très beau livre de Pierre Patrolin, Traversée de la France à la nage, qui est bien évidemment une fiction, puisqu'il part des sources de la Garonne, de la source de la Garonne, pour remonter de manière imaginaire, de rivière en rivière, pour aller jusqu'à l'Aisne. On peut aussi penser au livre d'Emmanuel Ruben sur la route du Danube, à l'ouvrage Chemin de Jean Rollin, Chemin d'eau, ou encore à un livre que j'ai lu récemment, Michel Julien, Intervalle de Loire. Alors là, ce sont des écrivains, mais par rapport à ce type de démarche, les photographes ne sont pas en reste. Ils sont nombreux dans cette première partie du XXIe siècle, pourrait-on dire, à avoir ainsi suivi des rivières ou des fleuves. Il y a le très beau livre de Bertrand Stofflet qui s'appelle Rodanie, et les prises de vue vont de la source du Rhône au glacier du Saint-Gothard, et puis descendent tout le long du cours du fleuve pour aller jusqu'à l'embouchure. André Aquin a également fait un ouvrage sur la Seine. Thibaut Cuisset s'est intéressé à la Loire. Zoé Léonard, une photographe américaine, a fait un travail qui s'appelle To the River récemment, en 2022. Et il s'agissait pour elle de suivre le Rio Grande, qui s'appelle aussi Rio Bravo, et qui fait la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mais bon, ça peut être de très grands fleuves, comme dans ce cas-là. Ça peut être aussi de tout petits cours d'eau. C'est le cas du travail de Geoffroy Mathieu qui suit un ruisseau qui s'appelle le ruisseau des Égalades, qui se trouve à la périphérie de Marseille. Il y a encore l'ouvrage Daniel Michiels, Thiérache. Et cette fois-ci, ce photographe suit la Thiérache, mais en étant à l'intérieur d'un canoë. Donc, il fait donc des photographies qui sont tout à fait au ras de l'eau. Donc, tous ces photographes mobilisent la prise de vue et on peut dire qu'ils vont épouser les rythmes de l'eau tout en y combinant des cadences qui leur sont propres, puisque ce sont les cadences d'un fer photographique
qui peut être variable selon les cas. Donc, je voudrais aujourd'hui m'interroger sur les enjeux tout à la fois esthétiques, mais aussi pardon, éthiques et politiques de la manière dont des photographes qui suivent comme ça une rivière éprouvent et bien évidemment font également éprouver à ceux qui regardent leurs images. Donc, comment ils éprouvent les cadences, les rythmes des rivières ou des fleuves. Alors, plutôt que de m'intéresser à tous ces exemples que je vous ai donnés, je vais m'attacher à un cas précis, car j'ai suivi ce travail de près. Nous avons nous avons collaboré ensemble. Et il me semble que le cas dont je vais parler peut avoir une valeur qui est une valeur paradigmatique. Donc, il s'agit du travail de Pierre Suchet, qui est donc ici présent. Pierre Suchet qui a travaillé pendant près de 2 ans sur le Furan. Alors, ce n'est pas la première rivière sur laquelle Pierre Suchet travaille, puisqu'il a déjà fait un travail conséquent sur la Nièvre, sur le Lèze, sur l'Iseron, et puis il projette d'ailleurs de suivre d'autres rivières encore. Mais là, aujourd'hui, je vais m'attacher au travail qu'il a fait sur le Furan. Le Furan, qui est une rivière qui passe à travers la ville de Saint-Étienne, où j'habite. Et le Furan prend sa source dans les monts du Pilat, plus précisément au Bessat, à 1160 mètres d'altitude. Il a une pente assez importante et il va se jeter dans la Loire, 36 kilomètres plus bas, à Andrézieux. Et là, on est seulement à 350 mètres d'altitude. Donc, ça montre combien sa pente est relativement raide. Donc, le Furan naît tout près de la ligne de partage des eaux, entre donc, le bassin versant du Rhône et de la Loire. Et il hésite un moment avant d'opter pour l'un ou pour l'autre de ces deux fleuves, avant d'opter in fine pour la Loire. Donc, le Furan possède un bassin versant de 178 km². Il est bordé à l'est par la vallée du Gier et à l'ouest par la vallée de l'Ondaine. Et comme vous le voyez, peut-être, c'est pas complet, mais comme vous le voyez sur cette carte, il reçoit l'apport d'une trentaine d'affluents, dont les plus importants, alors j'espère que vous voyez ma souris, sont le Furet, ici, hein, et puis l'Onzon, que vous voyez là. Hein. Et donc là, on voit bien sa source au Bessat. Là, il traverse la ville de Saint-Étienne et ensuite il s'écoule vers Andrézieux-Bouthéon. Donc la pente du Furan est singulièrement forte. Elle se combine à de fréquents orages pour conférer à cette rivière un régime torrentiel qui est caractérisé par des débits très variables et des crues soudaines, ainsi que des étiages prononcés. Donc, en amont de la ville de Saint-Étienne, comme on le voit ici, le Furan est entouré d'une forêt, d'un manteau forestier qui est relativement dense et qui protège la qualité de l'eau. D'ailleurs, la ville de Saint-Étienne a, au fil du temps, plutôt entretenu, enfin activement, ce manteau forestier afin de protéger la rivière des pollutions qui auraient pu venir des cultures et de l'agriculture. Pendant la traversée de Saint-Étienne, aujourd'hui, le Furan est entièrement couvert sur près de 5 km, donc on ne le voit pas du tout, il est invisibilisé, bien qu'il ait évidemment activement contribué au développement industriel de la ville. Et puis, on le voit ressurgir en aval, et alors il sinue sur un rythme plus lent jusqu'au moment où il se jette dans la Loire.
Donc, Pierre Suchet a, pendant 2 ans, comme je le disais, mené une investigation de terrain le long de la rivière. Il l'a fait, je dirais, de manière solitaire, mais aussi en collaboration avec toute une équipe de chercheurs en sciences humaines et sociales. Et ce consortium s'est réuni régulièrement, nous avons travaillé ensemble et les photographies qu'il a réalisées ont été mises en relation avec une iconographie ancienne, relativement abondante, qui représente le cours d'eau et qui permet de mesurer ses évolutions. Son travail a également été mis en relation avec des entretiens que nous avons menés auprès d'habitants. Tous les résultats de ce travail seront bientôt publiés dans un livre avant la fin 2024 aux éditions Filigrane, qui restituera, ce livre restituera l'ensemble de ce travail et reproduira une centaine de photographies réalisées par Pierre Suchet. Donc, une conviction commune anime les auteurs de ce travail, les acteurs de cette recherche, qu'ils soient photographes, archivistes, historiens, géographes ou encore spécialistes de l'esthétique des images. Cette conviction, c'est qu'une enquête photographique patiente et rigoureuse, conjuguée, comme je le disais, à la consultation de textes et de représentations visuelles très, très variées, dont la fabrication s'est échelonnée dans le temps. Donc, toute cette enquête est susceptible d'œuvrer à une meilleure compréhension de nos relations existentielles à l'eau en tant qu'entité vivante, dont on peut dire qu'elle est quasiment douée d'une forme d'intelligence intrinsèque. Et donc, le postulat qui anime le propos que je vais tenir aujourd'hui, c'est que le rythme est tout à fait au cœur de cette prise de conscience et qu'à mains égards, c'est par cette expérience du rythme que cette approche de l'eau s'avère possible. Donc, je vais suivre le plan suivant que vous pouvez lire à l'écran, donc épouser le flux, la cadence du faire photographique, les pulsations de l'histoire, le tempo du livre qui est en gestation encore, et enfin le rythme comme assise d'une expérience de co-appartenance. Donc, pour Pierre Suchet, pour le photographe, se consacrer pendant un long laps de temps à la fréquentation d'un cours d'eau se présente comme une conduite qui n'est pas exempte d'implications intrinsèques, puisque un tel projet, une telle démarche l'amène à faire allégeance à la rivière, à abandonner pour partie l'initiative, une fois que la décision initiale a été prise. Il abandonne finalement l'initiative pour suivre les allures du cours d'eau, se plier à ses invitations et épouser ses rythmes. Pierre Suchet a d'abord, pas forcément d'abord dans le temps, mais enfin, il a photographié la source du Furan, ce qui n'est pas facile, hein, puisque une source de rivière est parfois difficilement identifiable. Chaque cours d'eau se développe à partir d'un réseau hydrographique dense, au sein duquel parfois aucune origine précise ne s'avère discernable. De fait, quand on lit des ouvrages, des récits de personnes qui ont suivi des rivières, le débat concernant la localisation de la source se présente comme une sorte de passage obligé, de lieu commun de tous ces récits qui relatent la remontée ou la descente d'un cours d'eau. Le plus bel exemple en ce domaine est celui de Claudio Madris, qui consacre un bon nombre de pages aux débats, aux controverses qui ont lieu pour déterminer où est la source du Danube. Et
il en conclut, enfin, il s'en dégage que finalement, bon, il n'y a pas forcément une source parfaitement identifiée. De fait, la volonté de vouloir définir un point précis où naît une rivière tient, et en tout cas à relier à la manière dont on assimile cette dernière à une sorte de ligne susceptible d'être tracée sur une carte. Or, un tel mode de représentation n'est pas forcément conforme à la réalité et n'est pas non plus sans conséquence sur nos modalités d'appréhension des territoires. De fait, ce mode de représentation travaille à ce qu'une certaine fixité soit attribuée à une entité qui est en fait mouvante, et également à ce qu'un flux singulier se trouve, pour ainsi dire, décorrélé de tout le cycle hydrologique dont il procède. Donc, un tel mode de représentation tend à valoriser le tracé du lit, du cours d'eau, en faisant passer au second plan son inscription dans un bassin versant. Alors, je me réfère là aux réflexions de l'anthropologue Dilip Dakunha, qui a fait un article très intéressant récemment dans les carnets du paysage. Et cet anthropologue montre combien il faut prendre en compte le fait que cette individualisation dont font l'objet les fleuves ou les rivières, qui conduit à leur assimilation à une ligne, est à l'évidence le produit d'une culture. Alors malgré ce préambule, malgré cette difficulté, Pierre Suchet a recherché ce qui pourrait être la source du furan, et puis il a également photographié donc les rives. Je me suis trompée. Les rives du ruisseau, dont les eaux sont emportées au début par une forte dénivellation. On voit que en amont, le cours d'eau est entouré de forêts, comme je le disais tout à l'heure. Il y a aussi des gués, des ponts de fortune qui témoignent d'aménagements rudimentaires. Plus bas, il y a de gigantesques barrages, le barrage du Pas du Rio et puis celui du Gouffre d'Enfer, que vous voyez ici. Et puis, quand on suit encore le cours de la rivière, viennent des photographies de la ville de Saint-Étienne, où le cours d'eau n'est pas visible. C'est un centre-ville qui est relativement minéral. La rivière se trouve invisibilisée de sorte qu'elle est ignorée de la plupart, de beaucoup de Stéphanois. Seul en atteste parfois le tracé de certaines rues. Ici, il y a une courbe qui manifestement a été tracée sur l'itinéraire du Furan, ce qui explique cette forme sinueuse de la rue. Et puis, en aval de la ville, l'eau réapparaît et traverse donc une plaine qui est émaillée de zones industrielles, d'aires commerciales ou pavillonnaires. Donc, pour le photographe, moi, j'arrive plus à voir plus ma souris. Bon. C'est pas grave. Pour le photographe, le cours d'eau se présentait comme une sorte de contrainte oulipienne, circonscrivant tout à la fois son parcours et son travail de prise de vue. Si photographier
nécessite dans la plupart des cas un déplacement, puisqu'il est rare que les photographes travaillent en studio. Dans le cas de Pierre Suchet, c'est la rivière qui vient contraindre ce déplacement et circonscrire le parcours de l'opérateur. Pourtant, suivre le Furan ne se présente pas comme une contrainte oulipienne, arbitraire, hein, puisque il ne s'agit pas simplement d'avoir quelque chose qui serve de déclencheur de création. La discipline adoptée détermine en effet une appréhension renouvelée et plus intense de la rivière. Et cette appréhension implique le regard, l'odorat, l'ouïe bien sûr, mais aussi, pour bonne part, une expérience du rythme changeant de l'eau, auquel le promeneur Labna n'est pas toujours attentif, car ses perceptions se trouvent... alors, je n'ai plus la main sur... ah voilà, c'est bon. Ça va, ça s'est arrangé. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai la main maintenant. Donc, le promeneur attentif n'est pas, le promeneur n'est pas toujours aussi attentif que Pierre Suchet au rythme de la rivière. Alors, ce rythme de la rivière, le photographe l'éprouve à partir du dehors, mais il s'en trouve également affecté de l'intérieur. Lorsqu'il côtoie le mouvement de l'eau, il le ressent hors de lui-même, mais aussi en son fort intérieur, puisque son mode de présence au monde se trouve, pour ainsi dire, conditionné par une configuration particulière du mouvant. Je reprends ici les termes de Henri Maldinet. Le long du Furan, le photographe expérimente ce que Pierre Sauvanet, dans un très beau livre concernant le rythme, nomme une sorte d'état rythmique. Alors cet état rythmique, on peut dire qu'il est d'origine multisensorielle, puisque certainement il mobilise la vue, l'audition, mais aussi le ressenti musculaire, et peut-être d'autres choses encore. Mais en tout cas, il affecte quelque chose qui est d'ordre rythmique et il va conditionner le sentiment de la durée tel qu'il est éprouvé par le photographe. Le Furan, le cours d'eau ne se présente pas au photographe comme une configuration fixe, ni comme le retour du même à intervalles de temps. Je me suis trompée. Oh là là. Voilà. Mais donc, il ne se présente pas comme le retour d'eux-mêmes à intervalles de temps réguliers, mais bien, je reprends toujours les termes de Pierre Sauvanet, comme une forme en formation. Et cette expérience de nature rythmique établit un lien entre l'entité que constitue le cours d'eau et l'opérateur, imposant, somme toute, à ce dernier un mode de relation au monde et un état de conscience qui sont tout à fait particuliers. Alors, dans les sociétés fortement urbanisées qui sont les nôtres, l'eau est souvent envisagée comme une ressource dont on peut disposer à loisir. Elle est principalement considérée sous un angle technique et sanitaire, puisqu'elle se trouve maîtrisée grâce à des tuyaux d'acheminement, des normes retenues, des barrages, des stations de traitement et d'épuration. Mais s'attacher à l'expérience de son rythme propre tend à lui restituer une consistance ontologique. Hans Jonas a montré que la modernité avait réussi à concevoir une nature non seulement intelligible sans être intelligente, mais aussi en mouvement sans être en vie. Et on peut dire que un travail tel que celui de Pierre Suchet
va à rebours d'une telle forme de conception, notamment par cette relation établie avec le flux, le rythme. Travailler avec assiduité à épouser les rythmes d'un cours d'eau, comme l'a fait Pierre Suchet, c'est rétablir avec lui une forme de relation existentielle. C'est restituer à la rivière une certaine consistance ontologique qui lui est ordinairement déniée au sein des sociétés occidentales industrialisées. Et ce n'est pas sans faire écho à des luttes qui aujourd'hui se développent pour que certaines entités naturelles se voient dotées d'une personnalité juridique. Par exemple, en 2017, en Nouvelle-Zélande, la rivière Wanganui a obtenu le statut de sujet de droit, de sorte que les personnes qui le souhaitent peuvent intenter une action en justice contre ceux qui portent atteinte à sa santé ou à son bien-être. Les plaignants se positionnant en quelque sorte du point de vue du cours d'eau afin de demander en son nom réparation. Alors, selon Sophie Gosselin et David Gay-Bartoli, la question de l'attribution du statut de sujet de droit aux entités autres qu'humaines se pose du fait que le droit n'accorde la reconnaissance d'un préjudice qu'à des personnes. Toutefois, ils s'accordent un peu plus loin dans leur ouvrage pour dire qu'il s'agit là finalement d'une sorte de perspectivisme institutionnel qui travaille à la prise en compte d'autres formes de vie que la nôtre et à une sorte de décentrement des individus au profit de la conscience de relations d'interdépendance avec d'autres êtres que nous. Alors, le photographe fait cette expérience du rythme de l'eau, du rythme de la rivière, mais il n'est pas une simple éponge. S'il se met de tout son corps à l'écoute de la rivière, on peut dire qu'il est également animé de cadences qui lui sont propres. Il y a d'abord celle de la marche, puisque c'est pour grande partie à pied nécessairement que l'on côtoie une rivière. Et puis, il y a également celle qui est imposée par la pratique de la prise de vue à la chambre, qui est un appareillage lourd. Pierre Suchet pourra nous en dire quelque chose tout à l'heure s'il le souhaite. Appareillage que le photographe choisit à Essian et qui implique une certaine lenteur. Donc, les journées de prise de vue amènent Pierre Suchet à couvrir de longues distances à pied. La marche impose une allure. Les sites sont explorés au gré du rythme des enjambées et du souffle de l'opérateur itinérant. La perception des lieux ne peut pas être pensée dès lors en dehors des sensations musculaires liées au balancement des pas. Rebecca Solnit explique que la marche, c'est une façon de connaître le monde à partir du corps et le corps à partir du monde. Alors qu'on peut faire le tour de la planète assis sur un siège, en avion, en voiture ou en train, la progression pédestre s'accompagne de la sensation du mouvement et de l'effort. Et d'ailleurs, un certain contentement peut naître du sentiment qu'on a lorsque l'on marche de se suffire à soi-même, de n'utiliser pour sa locomotion que son propre organisme sans appareil ajouté. C'est bien ce que écrit Charles Ferdinand Ramus dans La découverte du monde. La réalité, c'est deux jambes, la seule chose qui vous appartienne en propre. La réalité, c'est de la terre sous vos pieds, la seule chose dont on soit à peu près sûr qu'elles ne doivent jamais nous manquer. Donc l'effort physique conditionne complètement l'expérience du photographe. Dans le même temps, on peut dire que cette pratique physique tend aussi à évider l'esprit des pensées parasites
et à favoriser une présence au monde environnant, une réceptivité. Alors, de surcroît, Pierre Suchet ne part pas les mains dans les poches, mais chargé d'une chambre 4-5 inches qui pèse plusieurs kilos et qui ralentit évidemment sa progression. La prise de vue à la chambre est un exercice minutieux, fort éloigné de la pratique de la prise de vue avec un appareil numérique léger. Donc la chambre impose la lenteur, elle impose la concertation. Rien ne peut être exécuté au hasard ou dans l'urgence. Le point de vue est élu avant que le trépied ne soit installé au sol, puis des réglages minutieux doivent être effectués. La plaque sensible est ensuite introduite à l'arrière du boîtier et le photographe doit se couvrir la tête d'un drap opaque afin de réaliser l'épreuve argentique dans l'obscurité. Après l'impressionnement de la plaque, cette dernière est précautionneusement retirée et rangée dans un étui qui est hermétique. Il s'agit là d'un véritable rituel qui absorbe l'attention et détermine à l'évidence un rapport au monde qui se présente aux antipodes de la capture pour se rapprocher davantage d'une lente imprégnation. Alors cette cadence n'est pas sans enjeu éthique dans la mesure même où elle tranche avec l'accélération de nos modes de vie telle qu'elle a pu être pointée par le sociologue Armut Rosa. Donc la marche et la pratique de la prise de vue à la chambre conditionnent une forme de pesanteur méditative qui peut être d'autant plus vivement ressentie que ce travail se trouve également précédé d'étapes préparatoires et suivi également de travaux qui succèdent à la prise de vue. Avant d'aller sur le terrain, Pierre Suchet a consulté des archives. Il a lu des ouvrages concernant le Furan, concernant aussi d'autres cours d'eau de façon plus générale. Et on peut dire que ces lectures renseignent et aiguisent le regard qu'il porte sur les choses. Lors de l'exposition Rivières urbaines que Pierre Suchet a présentée entre janvier et mars 2024 à la Maison de l'Architecture de Lyon, le photographe avait choisi, vous le voyez dans l'image qui est en haut à droite, de montrer sur une table les livres qui inspiraient son travail. C'était une façon de mettre en évidence qu'il y a bien sûr une préparation culturelle, intellectuelle, qui conditionne les explorations effectuées sur le terrain. Avant de se rendre sur place, il y a évidemment toutes ces lectures, mais il y a aussi la consultation de cartes sur Internet, de sorte qu'il prévoit les endroits où il va faire des photographies. Bon, parfois, il peut modifier ce qu'il a prévu, mais enfin, il y a toute une préparation en amont. Et puis, il y a un travail en aval, puisque après la prise de vue, après une phase de latence, eh bien, le négatif doit être développé, il est ensuite numérisé, puis l'image est traitée sur ordinateur. Donc, l'expérience vécue sur place au contact de la rivière s'avère habitée, pour des raisons multiples, comme j'ai essayé de le montrer, de cadences complexes qui relèvent du faire photographique et de la marche à pied et qui viennent évidemment se tresser aux configurations du mouvement de l'eau. De l'entrelacement de cette variété de rythmes naît le sentiment d'une commune appartenance au monde qui engage des formes particulières d'attachement et des rapports de responsabilité réciproque. Des alliances semblent pouvoir se former à partir d'une fréquentation assidue qui se tisse d'une diversité de cadences.
Alors, au rythme dont j'ai déjà parlé, se conjuguent les pulsations de l'histoire. Sur le cours du Furan abondent les éléments qui renvoient à une histoire des relations des hommes et de l'eau, particulière à cette rivière, mais aussi en écho à des évolutions plus générales, hein, de la manière dont l'ensemble des hommes ont géré ces relations à l'eau. Et les photographies de Pierre Suchet, dont la gradation est très nuancée et où il y a une grande netteté, de sorte qu'elles ont une lisibilité, une clarté qui est importante. Donc les photographies de Pierre Suchet mettent en évidence tous les indices de dimensions fort variées qui renvoient à des efforts successivement développés pour exploiter ou maîtriser l'eau. Alors, il y a parfois des gués, des petits ponts, des clôtures. Ici, un aqueduc, une vantellerie qui permet de répartir et de réguler le débit. Et puis ces barrages que nous voyions tout à l'heure, qui ont été construits donc à la fin du XIXe siècle. Ces barrages qui sont assortis de déversoirs, de bâtiments techniques et de systèmes de drainage. À l'époque de sa construction, le premier de ces ouvrages d'art, le gouffre d'enfer, le barrage du gouffre d'enfer, représentait une formidable prouesse technique et les photographies de Pierre Suchet exaltent la hardiesse de ses lignes et la puissance de ses volumes. L'une d'entre elles montre la mise en scène paysagère dont le barrage fit l'objet, qui témoigne encore aujourd'hui du prestige dont il bénéficia au moment de son édification. En effet, une large allée que vous voyez, qui est bordée d'arbres presque centenaires, organise aujourd'hui encore une promenade qui conduit le marcheur jusqu'à l'imposant mur de soutènement. Alors, au sein de la ville, je le disais tout à l'heure, le Furan a été enfoui. C'est au XVIIe siècle que la première portion a été recouverte. Nous sommes, ça s'appelait le pré de la Foire, et c'est aujourd'hui l'actuelle place du Peuple que vous avez sous les yeux. Ce plan, alors qui est peut-être un petit peu petit pour être bien lu à l'écran, rend compte des différentes phases de couverture de la rivière. Et donc, ce que nous voyions tout à l'heure, hein, c'est cette partie-là qui a été couverte dès le XVIIe siècle. Ensuite, ça s'est fait tout à fait graduellement dans le temps. En 1793, il y a eu notamment l'approbation du plan Damier, qui a été conçu par l'architecte voyer Pierre-Antoine d'Algabio et qui a impulsé une réorientation de la ville sur un axe nord-sud, alors qu'avant elle était plutôt orientée sur un axe est-ouest. Et donc, ce plan damier, dont la colonne vertébrale principale était dans l'axe même du Furan, a évidemment contribué à sa couverture progressive. Il s'agissait à la fois de permettre une circulation d'une rive à l'autre, d'augmenter la surface constructible, mais aussi de masquer une eau de plus en plus polluée et malodorante. Il y a eu également, au XVIIIe siècle, la rivière était un véritable égout, hein, où se déversaient les déchets tant humains qu'industriels, et il convenait de les dissimuler. La montée de l'hygiénisme a également engagé à une séparation des sols et des flux jugés responsables de maladies graves. Et donc, le réseau hydraulique a progressivement été canalisé, nivelé, enfoui par les ingénieurs, et l'opération s'est poursuivie jusqu'en 1987, dans cette partie où je mets ma souris ici,
où se trouve la faculté des lettres, et c'est la dernière portion qui a été couverte. Alors, il est intéressant de confronter la situation actuelle de la ville, où la rivière est complètement recouverte, avec des peintures anciennes, hein, qui montrent le Furan coulant au centre-ville, et autour duquel différentes activités, différents modes de sociabilité pouvaient se développer. Ici, on est auprès de la foire, qui est devenue la place du peuple, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, et on voit l'eau jaunâtre, hein, couler au milieu, et les lavandières en activité. Une photographie anonyme de 1856, une peinture à peu près de la même époque. Donc c'est ainsi progressivement défaite la complicité qui s'était longtemps tissée entre les Stéphanois et leur rivière, et que la cartographie ou les représentations anciennes permettent de reconstituer. Alors aujourd'hui, évidemment, la rivière est complètement absente. On peut dire qu'elle fait partie d'une sorte d'inconscient de la ville. Les photographies de Pierre Suchet font d'ailleurs sentir ce manque, cette absence, surtout qu'elle s'intercale entre une portion amont et une portion aval où on voit l'eau. Donc la poche centrale est marquée par une sorte de manque, de défaut de la rivière. Néanmoins, des éléments renvoient à sa présence souterraine. Ici, vous avez encore une ruelle dont la courbure évoque le tracé de l'eau. Et puis, il y a des inscriptions murales. Vous voyez ici le dessin du barrage du gouffre d'enfer. Là, le nom d'une résidence, la résidence Les Moulins, hein, qui renvoie évidemment à la rivière qui coulait autrefois à l'air libre. Ici, nous sommes sur une place centrale où on décèle une grille, hein, qui sépare le béton du sous-sol où coule la rivière. Et certains jours, lorsque le débit est suffisamment fort, on dit qu'il est possible d'entendre le flux de l'eau en sous-sol, au milieu du bruit des voitures et des passants. Donc les images de Pierre Suchet amènent à repérer dans la ville des indices qui renvoient à la présence de la rivière sous terre, et cela fait prendre conscience d'une sorte d'étagement vertical de l'implantation urbaine, et également comprendre une épaisseur temporelle de la cité. Cela fait également bien plus violemment ressentir le musellement dont la rivière a fait l'objet en surface sur près de 5 km, hein, comme si tout d'un coup elle était mise sur pause, hein, pendant un espace-temps important. De ci, de là, sur le cours d'eau, il y a des graduations verticales qui renvoient au fait que le débit est souvent difficilement domptable. D'ailleurs, la rivière a eu des crues historiques meurtrières, et certaines traces, vous le voyez ici à gauche, témoignent, hein, d'une crue dont on peut lire qu'elle a eu lieu en 2006, je crois, je lis mal là. Ailleurs, les images peuvent renvoyer à des aménagements qui sont plus récents, l'instauration de passes à poissons qui ont été mises en place afin de restaurer une sorte de continuité biologique à la rivière, puisque cette continuité était interrompue par la construction de barrages et de seuils.
Là encore, une autre passe à Poisson. Et puis, on a en aval de la ville la station d'épuration Furania, qui a été faite après les années 2000, dont l'ampleur atteste des moyens qui sont aujourd'hui mis au service d'une amélioration de la qualité des eaux, puisque en ce domaine, les critères d'estimation ont énormément évolué. Alors, je suis allée un petit peu vite. Tout cela pour dire que l'entreprise engagée par Pierre Suchet l'amène à prêter attention à des indices et que les photographies conduisent celui qui les regarde, surtout quand on les enchaîne les unes à la suite des autres, elles conduisent celui qui les regarde à lui aussi prêter attention aux moindres traces. Donc, les vestiges accumulés témoignent d'une relation qui est complexe mais essentielle des hommes à la rivière, qui a évolué au gré des progrès techniques ou de la démographie, mais aussi en fonction des changements culturels. Cet ensemble renvoie en tout cas aux pulsations de l'histoire. On observe par exemple une sorte de balancement répété entre la rivière en tant que puissance dangereuse qui a causé des sinistres, et puis d'un autre côté, les entreprises qui tendent à la maîtriser et à l'exploiter, sans que soit exclue la possibilité peut-être de ménager un jour des modalités plus respectueuses de vivre ensemble. Donc se trouve ainsi suggéré le rythme de négociation complexe entre instances humaines et non humaines au sein de l'espace de co-institution dialectique d'une communauté et de son milieu que constitue chaque bassin versant. Donc, les images engagent ainsi à une réflexion approfondie sur les rapports pragmatiques, mais aussi symboliques, qui se sont successivement tissés dans le temps avec la rivière. On constate ainsi que la coupure qui s'est creusée au XIXe siècle entre les arts, où s'imposerait le regard et l'appréciation esthétique, et les sciences, où siégerait davantage l'intellect, s'avère bien arbitraire. Elle tend en effet à gommer, et c'est important à mes yeux, la capacité du travail photographique à transmettre des expériences. Elle gomme aussi la multiplicité des modalités possibles d'investigation du monde, à l'opposé de ce que préconise un philosophe pragmatiste comme John Dewey, qui défend une conception inclusive de l'enquête, c'est-à-dire une conception qui admet aussi bien des démarches scientifiques que des démarches artistiques, et qui, les unes comme les autres, travaillent à appréhender le réel dans toute sa complexité. Alors, il faut dire que d'emblée, les photographies réalisées par Pierre Suchet et le travail de l'équipe avec laquelle il a collaboré, d'emblée, ces photographies ont été faites pour être ultérieurement rassemblées dans un livre, de sorte qu'on peut dire que cette perspective a, dès le départ, peu ou prou habité les manières de faire du photographe. Le dispositif du codex invite à envisager les images sur le mode de la succession, même si, évidemment, le lecteur reste conscient de leur présence simultanée au sein des pages du volume qu'il tient en main et qu'il peut feuilleter à sa guise. Un livre, ce n'est pas comme un film. Dans un film, la succession est obligée en quelque sorte, alors que dans le livre, le lecteur a une marge de manœuvre et en plus, il est acteur de la manière dont il actionne les pages, il est acteur du rythme qu'il donne à sa perception. Peu d'attention a été portée jusqu'à présent à l'étude des modalités quasi phénoménologiques de lecture des livres de photographie, qui sont très différentes de celles d'un livre de texte, très différentes de celles d'un roman ou d'un essai. Cette activité dynamique admet des sauts fantaisistes, des mises en relation libres et de retours en arrière.
Elle vient animer l'organisation des éléments agencés au sein de l'ouvrage, la structure même du livre se trouvant prise dans un flux, et c'est de façon renouvelée à chaque lecture et pour chaque lecteur, de sorte que la portée suggestive du travail s'en trouve évidemment infléchie. Alors, ce que je vous montre là, ce n'est pas le livre que nous allons faire, puisqu'il n'est pas encore là. C'est un autre livre que j'ai placé ici pour que vous ayez une perception de ce que peut être un livre de photographie. Pour découvrir celui que nous faisons, il faudra attendre encore quelques mois. Donc, dans le livre que nous allons faire, les photographies de Pierre Suchet seront agencées dans l'ordre suivant lequel les lieux représentés s'enchaînent d'amont en aval, selon une orientation qui est donc régie par la gravité. Si cet agencement suggère une trajectoire alignée sur le flux, il n'est pas transcription d'un déplacement réellement effectué par l'opérateur d'un seul tenant. De fait, les vues n'ont pas été prises selon cette chronologie, mais bien au gré de sessions discontinues qui ont été envisagées en fonction de la météorologie ou bien des disponibilités de Pierre Suchet. Donc, si l'on imagine que le photographe est le sujet d'un récit évoqué par la succession des images, ce récit se présente donc comme une fiction. Ce n'est toutefois plus le cas si on appréhende ce récit du point de vue du cours d'eau, dont l'écoulement dynamique se fait vecteur d'un investissement progressif du territoire. Une telle disposition, donc, qui suit le sens de la rivière, une telle disposition contribue à entraîner le lecteur dans le mouvement de l'eau et à lui faire éprouver le rythme de la rivière, comme s'il la longeait ou comme s'il y nageait. Le livre constitue en outre un espace borné par les frontières de sa couverture, au sein duquel le lecteur se meut par le biais d'opérations manuelles. Ces pérégrinations de page en page s'accompagnent de sensations tactiles et kinesthésiques. Dans le volume, ainsi délimité par sa couverture, le lecteur se meut comme en un bassin versant. Au sein de cet espace, donc comme si c'était un espace circonscrit par les lignes de partage des eaux, donc au sein de cet espace, qui est tout à la fois concret et imaginaire, le regard du lecteur évolue selon une trajectoire pour partie déterminée par la mise en page, mais également pour partie déclenchée par ses initiatives. Comme le bassin versant ou comme le lit du cours d'eau, le livre est à la fois structure et espace de flux. Sa stabilité se trouve continuellement animée et renouvelée par les mouvements corporels concrets d'une libre exploration. La cadence de la lecture est influencée par le format et la taille des photographies, ainsi que leur placement au sein des pages. Les plages blanches, ménagées entre les vues, constituent autant de zones de respiration qui permettent au lecteur d'aborder les pages ou les images suivantes avec une sorte d'élan renouvelé. Les livres de photographie incluent généralement des textes, et ce sera le cas de celui qui contiendra les images de Pierre Suchet. Or, le lecteur n'aborde évidemment pas l'enchaînement des mots à la même allure que la succession des images. Il y a donc une certaine dysrythmie qui affecte profondément la conduite de ceux qui appréhendent ce type d'ouvrage. Dès lors, chacun bricole, comme il le peut, une tactique qui lui est propre, afin de s'adapter à une situation qui est relativement désorientante par rapport à, disons, la situation la plus courante, qui est celle de la lecture d'un livre de texte. La variété même des tempos qui scandent la lecture d'un livre de photographie est en tout cas susceptible de renvoyer au rythme de l'eau, qui varie selon la pente, la présence de seuils ou d'embâcles, l'existence ou non de méandres. Et donc, cela contribue à l'évocation de la rivière en tant qu'entité vivante, douée de pulsations. J'en viens donc, j'espère que j'ai le temps, à ma cinquième petite partie, qui sera d'ailleurs une forme de synthèse, de conclusion. Donc, il me semble avoir montré
que la question du rythme s'avère fondamentale pour le photographe qui s'attache à suivre les allures du cours d'eau, tout en les combinant aux cadences de la marche et de son travail de prise de vue, et tout en les croisant aussi à la saisie d'une multitude d'indices qui réactualisent dans le présent de sa pratique les pulsations de toute une histoire des hommes et de l'eau. Elle s'avérera également essentielle pour celui qui abordera la rivière au travers du tempo de sa lecture de l'ouvrage qui sera bientôt réalisé. La photographie, l'empreinte photographique se présente, selon Jean-Christophe Bailly, comme un copeau de temps, c'est-à-dire qu'elle croise singulièrement les dimensions de l'espace et celles du temps vécu. Les images réalisées ne peuvent être envisagées isolément ni entièrement assimilées à ce qu'elles montrent. Elles possèdent pour le spectateur un pouvoir de suggestion intrinsèquement lié à la connaissance qu'il a de leur technique de fabrication. Beaucoup de gens n'ont pas vu de chambre photographique, mais tout le monde a déjà réalisé des photographies, même avec un smartphone. Et on sait qu'à la différence d'un dessin ou d'une peinture, la photographie requiert nécessairement une confrontation physique de l'opérateur et de son sujet que vient enregistrer la surface sensible. Elle renvoie donc à une coprésence concrète qui a eu lieu, ou pour le dire autrement, qui s'est inscrit en un lieu. Leur mise en séquence, la mise en séquence des photographies suggère dès lors la durée scandée d'un long côtoiement qui est proposé en partage au lecteur. Ainsi, les photographies de Pierre Suchet et l'ouvrage qui sera réalisé sous peu tentent-ils à suggérer, pour reprendre les termes de Corinne Pelluchon, notre être au monde qui est un être avec les choses et une habitation de la terre. Pour cette philosophe, le sujet percevant ne s'atteint lui-même que par l'intermédiaire de ce qu'il sent, tandis que il sent que ce qu'il sent lui permet sans fin de s'éprouver lui-même et de s'individuer progressivement. Et cette expérience du moi parmi les autres vivants et au sein du monde passe, à mon sens, avant toute autre impression sensorielle qui serait possible sans doute de particulariser, donc passe prioritairement par le vécu des fluctuations et des rythmes qui animent les lieux, les rivières ou les plantes, et qui résonnent à l'intérieur même du sujet percevant. L'expérience même de ces pulsations incline l'être à se penser comme habitant un milieu dont il n'est pas séparé et qui, pour reprendre les termes de Corinne Pelluchon, qui nourrit son existence. Cette expérience donc des rythmes travaille à construire une sensation de co-appartenance sensible à un monde où l'eau est essentielle, puisque chacun en dépend aussi bien sur un plan matériel que sur un plan psychique. Or, ce lien fondamental n'est pas propre à Pierre Suchet, ni même au lecteur du livre. Il concerne à l'évidence tous les vivants sans distinction. C'est pourquoi cette expérience conduit nécessairement à la question du partage d'un bien commun. Selon Corinne Pelluchon, un positionnement ontologique conduit à une réflexion éthique et politique qui se présente en rupture radicale avec une idéologie libérale. La communauté de certains biens, à même de nourrir l'existence, doit, selon cette philosophe, conduire à rompre avec un certain individualisme. La corporéité sensible qui met les hommes au contact avec les autres vivants,
ainsi qu'avec les générations passées et à venir, crée une solidarité des êtres et de leur milieu, ainsi que des êtres entre eux. Ainsi, prendre conscience de la manière dont l'eau et ses rythmes affectent le sujet se présente comme un biais qui doit permettre de penser aussi, par voie de conséquence, une façon de vivre en société. Je vous remercie. J'espère que